Bonjour à tous. Et merci d'être venus. Nous remercions du coup Petar Bojanic d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc Petar Bojanic, vous êtes professeur de philosophie et directeur du Centre d'éthique, de droit et de philosophie appliquée de l'Europe du Sud-Est, directeur de l'Institut de philosophie et de théorie sociale de Belgrade et directeur du Centre d'études avancées de l'Europe du Sud-Est à l'Université de Rijeka. Vous avez en 2003 écrit votre thèse en français sous la direction de Derrida et Balibar, que vous avez menée à Nanterre et qui s'intitulait La guerre dernière et l'institution de la philosophie. Ce travail d'ailleurs avec Derrida vous a amené à présenter des séminaires à l'EHESS autour de sa pensée. Vous avez enseigné à Cornell University aux États-Unis, à Aberdeen en Angleterre, à Essen en Allemagne et à l'Université de Bologne en Italie. Du coup, ça vous a permis de publier des ouvrages en serbe comme La frontière et le savoir et le sacrifice en 2009, La politique du secret en 2007 et L'homéopathie, Horror autoxicus de la violence et de l'hypocondrie en 2009. Vous avez aussi publié en anglais et en français, notamment Violence et messianisme et De la terreur à l'extrême violence avec Guillaume Sibertin-Blanc et Franz Rosenzweig, Politique, histoire et religion avec Sonia Goldblum. Vous avez du coup écrit en français et beaucoup de vos livres ont été traduits en anglais, italien, en allemand. Vous vous intéressez à la philosophie politique, à la philosophie du droit et à la phénoménologie, et surtout au thème de la guerre, de la violence et du langage. Aujourd'hui, vous venez participer donc à ce séminaire en posant la question de la compassion comme élément constitutif du groupe. Finalement, la compassion peut-elle être à l'origine de la constitution d'un groupe? Et le groupe peut-il faciliter, encourager et engager des actions compassionnelles? Donc, avant de vous laisser la parole, on va essayer de recontextualiser un petit peu votre propos au sein du séminaire. Voilà, merci. On se pose cette question de savoir si la groupe peut être fondée sur autrement, donc sur la compassion, parce que jusqu'à maintenant, on a vu au sein de notre séminaire des invités présenter les explications d'une formation du groupe qui est souvent, si ce n'est pas toujours, contre l'autre, ou fondée, inspirée par la haine, par la violence, que la plupart des groupes que nous connaissons permettent une identité clos ou permettent une formation qui est toujours contre une autre groupe. Et aujourd'hui, on essaie de se demander si la compassion peut faciliter des groupes qui n'auront pas pour but ou pour nécessité d'être fondés contre l'autre, mais précisément dans une réponse que nous interprétons dans notre séminaire comme la réponse la plus importante, comme une réponse à la vulnérabilité. Donc, si nos raisons d'agir, comme on a évoqué plusieurs fois, sont fondées sur la conscience partagée de la vulnérabilité et de la mortalité qui nous est commune, pourquoi pas penser cet agir compassionnel, en deux ou en plusieurs? Parce que le côté éphémère qu'on ne nie pas de la compassion pourrait ainsi être solidifié et un seul acte compassionnel provenant d'une personne pourrait, dans une association, pourrait être plus durable, pourrait éviter que la compassion disparaisse. Et ce qui est le contraire des groupes fondés sur la violence ou la haine, parce que ces groupes-là n'auront pas une durabilité que les groupes compassionnels pourront avoir, ou qu'au moins on va essayer de voir comment le faire. Et lors de la dernière séance, c'était autour de la question des réfugiés, de l'hospitalité ou inhospitalité, expliqué par Fabien Brugère et Guillaume Leblanc en tant qu'un appel. Donc, il disait que les gens qui fuient la guerre et qui sont en train de juste sauver leur vie, de survivre, font un appel. Mais cet appel n'est pas dirigé vers quelqu'un en particulier. Ce n'est pas à moi ou à un pays en particulier, c'est un appel de l'humanité.
Et cet appel et ce qui va se passer après avec dépend précisément de celui qui se constitue en destinataire. Donc si on se dit que ce n'est pas à nous de résoudre cette situation, ce n'est pas moi le destinataire de cet appel, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation? Qu'est-ce qui va se passer avec la compassion? Et en se constituant en destinataire, chacun et tous, ça permet le passage de l'éthique au politique, mais non seulement, mais ça permet aussi de faire durer la compassion et de solidifier les associations, les groupes fondés sur les mêmes sentiments. Donc cet exemple nous a donné un peu la lumière au bout du tunnel, parce qu'on se disait qu'il faut penser ce passage qu'on a travaillé au niveau individuel, notre rapport à soi-même, à l'autre, mais aussi au niveau politique, mais qu'il fallait sans cesse entre deux. Donc de l'individuel au politique, comment faire ce passage, comment faire fusion, comment faire groupe. Une question qui est très intempestive, j'avoue, et avec nos théories libéralistes actuelles, contemporaines, d'individus complètement indépendants. Parler de groupe, ce n'est pas quelque chose qu'on évoque souvent aujourd'hui. Et donc, on verrait aujourd'hui comment ce groupe pourrait apporter une sorte de reconnaissance sociale, et qu'au sein d'un groupe, si on partage les mêmes sentiments, des mêmes valeurs, si on a la gratitude l'un envers l'autre, le même engagement, que ça permettra pas de garder la compassion et de ne pas aller dans le sens qui est aujourd'hui peut-être même le contraire, qui est un abandon complet de la compassion. On a vu ça avec l'Université des patients et les équipes médicales, où on a évoqué que, par exemple, si un chef d'une équipe médicale se montre compassionnel et vulnérable, les autres médecins qui travaillent au sein de son équipe vont s'autoriser le même. Et si c'est l'inverse, s'il se montre sévère et ne montre pas les émotions, ça veut dire que les autres ne vont pas s'autoriser l'un envers l'autre, ni envers les patients. Et donc, ça pose la question, est-ce que la compassion doit toujours venir de haut, comme Fabien Brugère disait, comme la parole d'Angela Merkel était pour le peuple allemand, ou est-ce qu'il y a bien les cas où, en se formant en petits groupes, les individus anonymes peuvent donner un exemple, comme était le cas de Village en Italie qui a décidé d'accueillir les réfugiés, ou en Californie où ils sont en train de donner des pièces d'identité locaux à des réfugiés. Donc je laisse la parole à notre invité et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à vous. C'était très gentil. Et merci à vous tous. Avant toute chose, je voudrais remercier Zona Zaric et Pauline Béguet de m'avoir invité à participer au séminaire Soins et Compassion qu'elle organise. Et je voudrais également vous remercier chaleureusement, vous tous qui êtes venus ce soir. Dans cette courte intervention, que je lirai lentement parce que ma prononciation n'est pas bonne et qu'il y a quelques passages très compliqués, je pense, ma seule intention est d'essayer d'éclaircir certaines difficultés de ce titre très optimiste, on peut dire, que j'ai proposé. La compassion comme élément constitutif du groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe sans compassion. Ce titre présente une tâche nouvelle et quasi impossible. L'expression « l'élément constitutif » implique qu'un groupe ne pourrait pas se former sans compassion, ou sans empathie, ou encore sans pitié. Ces mots, empathie, compassion, pitié, ou ces protocoles ne sont évidemment pas synonymes, mais jusqu'ici, il a toujours été difficile de les distinguer. Et je ne peux pas le faire. Quand je dis que la compassion est un élément constitutif du groupe, cela signifie que dans les règles de formation et de fonctionnement d'un groupe, on trouve nécessairement l'élément compassion. On imagine sans difficulté l'existence d'une association qui, je cite Pauline et Zona, agit avec compassion. Agit avec compassion. Pensez
un soin en commun, et le titre de la description de ce séminaire que Pauline et Zona ont préparé. La construction de cette formule, cette syntagme agir avec compassion, présuppose que la compassion est une sorte d'ajout à l'action, l'addition à l'action, à l'acte, et qu'il n'y a pas d'action, de mots ou de gestes qui soit authentiquement et exclusivement rempli de compassion, ou qu'il n'y a pas d'action qui exclut tout ce qui n'est pas de l'ordre de la compassion. Voilà, agir avec compassion. Mais il me semble qu'il existe aussi d'autres groupes dont les actes ne sont pas nécessairement en harmonie avec l'idée de compassion. Par exemple, un petit groupe de supporters du PSG qui va au match de son équipe. D'ailleurs, l'équipe est elle aussi un groupe. Néanmoins, si peu de temps auparavant, les membres de ce groupe sont allés à l'hôpital rendre visite à deux de leurs membres qui se sont fait tabasser par un groupe de supporters de l'OM, et si certains d'entre eux ont même réuni de l'argent pour aider leur famille, dans l'hypothèse où l'aide que ces familles reçoivent des institutions sociales ne leur suffisant pas pour vivre, est-ce qu'on peut parler de l'action d'un groupe ou bien seulement de l'action de certains membres de ce groupe? La possibilité paradoxale qu'un groupe puisse se former précisément en même temps qu'il détruit un autre groupe. On sait que l'intention et les actes génocidaires s'expliquent souvent aussi ainsi. Ça veut dire nous sommes groupe, mais en même temps quand nous détruisons l'autre groupe, nous se formons. L'un implique qu'il puisse y avoir un groupe qui agit avec compassion uniquement envers les membres de son propre groupe. Mais en même temps, si un groupe ou une partie du groupe a la capacité d'agir avec compassion, comme ce groupe de supporters de PSG, ça veut dire agir avec compassion envers ses propres membres, alors est-ce qu'il n'y a pas une capacité égale à agir avec compassion envers un étranger ou envers un groupe étranger, par exemple envers un grand groupe de réfugiés? Est-ce que cette capacité d'un groupe, ce potentiel d'actes bons que possède le groupe comme tel, n'est pas une raison suffisante pour que nous imaginions qu'il puisse agir de la même manière vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Ça veut dire le groupe toujours implique extérieur, intérieur. Intérieur entre ses membres et l'extérieur contre autres groupes, contre autres. Mais c'est le destin de mots, ou si vous voulez, de protocole de la compassion. La compassion ou l'empathie sont des actes, on peut dire comme ça, sont des actes secondaires. J'hésite en même temps à les appeler des émotions, mais j'hésite aussi à les appeler des actes. En certains endroits en allemand, Einfühlung, Edith Stein les nomme comme actes. Elles constituent une sorte, les actes de compassion constituent une sorte de réponse à l'action ou à la manifestation de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez une très belle phrase, un syntagme de Nathalie Despraz, qui elle a traduit Husserl, les textes sur l'intersubjectivité.
elle dit dans l'empathie ou dans la compassion, vous avez toujours la primauté de l'autre. C'est l'autre qui est avant, et l'acte de l'autre précède de mon acte. Cet autre, Husserl Stein, au début du XXe siècle, le baptise toujours étranger, fremde, précisément en raison de l'impossibilité d'établir une relation stable avec lui, avec l'autre. Ça veut dire c'est nécessairement la relation avec l'autre exige quelque sorte de, si on peut dire comme ça, quelque sorte d'affection, quelque sorte de compassion, quelque sorte de quelque chose. Nous ne savons pas quelle sorte de relation elle est. L'ami, parce que Edith Stein utilise aussi l'ami. L'ami que Stein mentionne également possède le statut ontologique d'étranger aussi. C'est-à-dire, au deuxième paragraphe de la première partie de son livre Le problème d'empathie, qui est traduit en français 2012, Stein écrit, je cite Edith Stein, « Un ami vient vers moi et me raconte qu'il a perdu son frère et j'aperçois, gewahre, et j'aperçois sa douleur, seinen Schmerz, et j'aperçois sa douleur. » Et elle se demande quelle sorte d'apercevoir est cela. Was ist das für ein Gewahren? Pour que la compassion soit effectivement un élément constitutif du groupe, il serait nécessaire par exemple, je comptais quelques solutions. Premièrement, qu'un groupe ne puisse pas se constituer comme agent sans compassion. En anglais, vous avez ce problème renvoie à ce qu'on appelle the problem of collective agency, l'agent collectif. Le problème, c'est toujours problématique, l'agent collectif. Ça veut dire constitution d'un agent de groupe, agent collectif sans compassion est impossible. Deuxièmement, que le groupe ait l'obligation d'agir avec compassion. Si l'élément constitutif du groupe est la compassion, dans ce cas-là, le groupe a l'obligation d'agir avec compassion, c'est-à-dire qu'il doit toujours agir en accord avec cette obligation et pas seulement de temps en temps. Et troisièmement, que cette obligation d'agir ainsi implique précisément ce protocole que nous appelons de manière tout à fait imprécise compassion ou empathie. Le problème est d'abord de trouver une caractéristique précise de l'agir avec compassion. Il faut faire en sorte que la compassion ou l'empathie ne soit pas seulement quelque chose qui s'ajoute à l'agir avec, mais qu'il s'agisse bel et bien d'une forme d'action reconnaissable comme telle. Ça veut dire pas comme l'addition à actes qui déjà existent. Mais outre ce problème, notre tâche la plus urgente consiste à trouver un protocole qui nous oblige à agir avec compassion, et nous et les autres, ça veut dire tous les autres, nous au sens le plus large. Mon hypothèse est que nous sommes toujours individuellement obligés d'agir avec compassion, mais que la force d'obligation implique que nos actions forment une nouvelle entité ou une group agency, l'agent de groupe qui agit avec compassion. Est-ce possible? Ou à l'inverse, pourquoi n'est-ce pas possible?
Dans le passage suivant du texte Compassion, the Basic Social Emotion, Martha Nussbaum explique le statut problématique de la compassion ou de la pitié. I can read in English. Both compassion's defenders and its opponents in legal theory seem to grant that this emotion is irrational. Some would exclude it from legal reasoning on that account. Some, by contrast, wish to let it in as irrational and yet valuable in addition to reason. A weak position and one that opponents eagerly essay. Au cas où. Donc c'est tout ce qu'on a évoqué déjà sur on ne comprend pas au sérieux dans des interprétations surtout des théories politiques des émotions et que Martha Nussbaum se positionne comme contre ne pas prendre la compassion en sérieux ou comme irrationnelle parce qu'elle essaie de montrer qu'il y a en effet un côté rationnel chez la compassion qui la différencie de l'empathie, qui est en plus un ouvrage tout récent d'un professeur de Columbia University, je crois, en tout cas c'est Ivy League, Paul Bloom, qui fait une sorte de manifeste contre l'empathie et pour la compassion, parce que précisément il y a ce côté de réfléchi qui mène de la compassion purement en tant qu'émotion vers un agir qui sera plus calculé, si j'ose dire, que celle d'un agir fondé uniquement sur l'empathie. Cette tâche impossible que j'ai imaginée, permettez-moi de la décrire dans le contexte de certaines actions, engagements et inspirations qui m'intéressent en ce moment. Avant tout, puisque je travaille sur la théorie du groupe, sur l'ontologie sociale est l'invention de Husserl, et aujourd'hui est une discipline philosophique exclusivement anglo-saxonne, mais son origine est dans les textes de Husserl sur l'intersubjectivité, dans le chapitre de 1910, Ontologie sociale et sociologie descriptive. Et il a utilisé première fois, et il a donné la première esquisse de cette future discipline. Et comme je travaille sur la théorie des actes institutionnels, sur la classification des différents répertoires d'actes sociaux, je crois que les protocoles d'action qui sont la compassion ou l'empathie seraient justifiés, ou du moins déterminés avec davantage de précision si nous les interrogions au niveau du passage entre l'individuel et le collectif. Cette idée va à l'encontre de ce que proposent Husserl et Edith Stein et se rapproche plutôt des idées, hélas insuffisamment développées et théorétisées de Theodor Lipps et de Max Scheler. Theodor Lipps et Max Scheler sont deux philosophes qui ont travaillé entre deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale. Je suis en tout point Martha Nussbaum parce que dans le même texte, je cite Nussbaum, "Compassion in the philosophical tradition is a central pont between the individual and the community." Je crois que cette dimension sociale ou institutionnelle de la compassion ou de l'empathie devrait remplir la dimension politique ou solidaire ou cosmopolitique ou médicale que développent Zona Zaric et Pauline Béguet. Dans le chapitre, on va arrêter avec Nussbaum. Le projet de Husserl sur l'empathie qu'il esquisse dans ses écrits sur l'intersubjectivité, de même que le projet d'Edith Stein sur l'empathie, sa thèse zu Problem der Einfühlung a été soutenue en 1916, repose sur la critique. Et c'est ça, et je voudrais
faire une petite conversion, repose sur la critique de ce nouveau protocole que Lipps, puis Scheller nomment Einsfühlung, avec un S. Ça veut dire qu'il y a une petite différence entre Einfühlung et Einsfühlung. Dans la première partie du livre Le problème de l'empathie, il y a un chapitre Einfühlung und Einsfühlung. Stein rejette sans justification, et moi je voudrais, on peut dire, défendre cette idée contre Stein, rejette sans justification l'idée de Lipps et la possibilité de construire un nous et un nouveau sujet de degré supérieur. C'est la citation. Un nouveau sujet de degré supérieur. Je cite pourquoi. Je cite Edith Stein de son mémoire Vie d'une famille juive, traduit au CERF 2008, page 351. Voilà, je cite Stein. Pendant son cours magistral sur nature et esprit, Husserl avait dit qu'un monde extérieur objectif ne pouvait être appréhendé que l'intersubjectivement, c'est-à-dire par une pluralité d'individus connaissants, communiquant les uns avec les autres, c'est-à-dire par une pluralité d'individus connaissants, communiquant les uns avec les autres. Une expérience des autres individus était donc préalablement récuse. Husserl appelait cette expérience Einfühlung en lien avec les travaux de Theodor Lipps, mais il n'explicitait pas en quoi elle consistait. C'était donc une lacune à combler. Edith Stein continue, je voulais explorer ce qu'était l'Einfühlung, l'empathie. Cela ne plus pas omettre, toutefois combler. Je voulais explorer, toutefois, à l'instant, même j'eus encore une pilule amère à avaler. Il exigeait que je mène mon travail en confrontation directe avec Theodor Lipps. Einfühlung, à savoir la possibilité que nous co-ressentions quelque chose, c'est ça, Einfühlung. Co-ressentions quelque chose, que nous ressentions quelque chose avec les autres et en même temps que. En allemand, mitfühlen, mitfühlender Akt ou Akt des Mitgefühls. En anglais, mitfühlen a été traduit par fellow feeling. Cette possibilité de sentir que nous ne faisons qu'un conduit à ce que le je et le tu fassent en acte ensemble. Ainsi est posée la condition pour qu'apparaisse éventuellement un nouveau sujet. Et un nouveau sujet, c'est le nous. L'Einsfühlung, traduit par unipathia en italien, et par feeling of oneness en anglais, constitue pour Lipps l'empathie véritable, réalisée et réussie. Max Scheler emploiera plus tard la formule Einsfühlung qua Einsfühlung, que des phrases traduites par empathie émotionnelle. Dans son livre qui est traduit en français, dans son livre de Max Scheler de 1923, Scheler considère que c'est dans le cas de la guerre, par exemple, que se réalise cet Einsgefühl aussi. En revanche, Edith Stein, qui suit en cela son maître Husserl, renonce à la possibilité de passer de la constitution psychophysique de l'individu à une unité supérieure, c'est-à-dire à la constitution d'un
je cite, d'un nouveau sujet de degré supérieur. Toutefois, en 1910, dans des manuscrits qui ont été publiés que bien plus tard, Husserl décrit en ces termes ce moment d'incertitude et de passage de individuel, si vous voulez, individuel au collectif, de passage d'un sujet individuel à un nouveau sujet de degré supérieur. Je cite Husserl en traduction de Nathalie Despraz. Or, il faut aussi considérer la chose suivante. Un mariage, une amitié, ce sont des unités collectives. Collective Einheiten, unités collectives, qui naissent de relations psychiques de cette sorte entre plusieurs personnes et les lient entre elles à un niveau supérieur. Et les lient entre elles à un niveau supérieur. Nous avons là les personnes qui sont liées les unes aux autres. Nous avons leur lien, et ce lien consiste en disposition et en acte afférent, en lequel la personne A se rapporte par des actes à la personne B, en lequel celle-ci se rapporte aussi à son tour en des actes correspondants. Et ce, à vrai dire, de telle manière que toutes deux sont à leur tour également conscientes de cette relation réciproque, ou bien peuvent l'être. Le mot collectif ou collectif, Husserl le remplacera plus tard par la formule, en citation nouvelle, objectivité de degré supérieur. Je cite Husserl, ces objectivités de degré supérieur, comme par exemple mariage, amitié, etc., ne sont pas fondées dans les objets de la nature, qui sont les chairs dotées d'une conscience de façon annexe, mais cela est sous-jacent. L'homme en tant qu'être égotique, mais déjà donné à moi que suis dans l'attitude des sciences de l'esprit en tant que l'objet de mon entourage. Dans l'histoire des réflexions sur le rapport entre le groupe et l'empathie ou la compassion, il semble que soit resté refoulé ces descriptions de Husserl, ces différentes manières dont la personne A, par exemple, la personne A et la personne B peuvent se rapporter l'une à l'autre par un échange d'actes, se sentir faire un avec l'autre, sich eins fühlen mit, se sentir faire un avec l'autre, ou se sentir ensemble, ou être ensemble, ou être un, ou être en un, ou être ne faire qu'un, etc. J'aurai deux exemples contre Husserl, contre Lipps, contre Scheller, contre cette idée de Einsfühlung. Premier exemple, c'est l'exemple d'Edith Stein en 1922. Ça veut dire 6 ans après, au début de son texte Individuum und Gemeinschaft, individu et communauté. Ce texte est publié dans le Jahrbuch de Husserl. Edith Stein invoque le flux des vécus de la communauté, et la structure de l'expérience communautaire. Mais elle refuse rigoureusement de s'attacher à ce qui est pour nous et pour moi le plus important aujourd'hui. Voici ce qu'elle écrit. Je cite Stein encore une fois. Il est tout à fait prodigieux de voir comment ce moi, ich, indépendant de son unicité et de sa solitude, peut entrer dans une communauté vivante avec d'autres sujets, de voir comment un sujet individuel devient membre d'un sujet supra-individuel, et ainsi comment, dans la vie actuelle, une telle communauté du sujet,
Subjektsgemeinschaft, communauté du sujet, ou un tel sujet communautaire, Gemeinschaftssubjekt, c'est différent, Gemeinschaftssubjekt, au contraire, constitue également un flux de vécu supra-individuel, Erlebnisstoff. Et elle continue, comment d'autres sujets sont donnés à un sujet et jusqu'à quel point une telle donation conduit à supposer une vie de la communauté, cela nous ne souhaitons pas ici interroger. Finito. Elle poursuit. Un groupe, par exemple groupe de théâtre, dont je suis membre, est en deuil à cause de la perte de son directeur. Comparons cette tristesse de groupe à la souffrance que je ressens à l'occasion de la perte d'un ami personnel. Elle compte, Stein, trois possibilités, 3 points. Le sujet de l'expérience vécue est différent. Le sujet de l'expérience vécue est différent entre le groupe de théâtre et moi. La structure de l'expérience vécue est autre. Et le flux des vécus dans lequel entre ce vécu est façonné autrement. Il est certain que je suis, comme individu, moi, ich, empli de souffrance. Nous qui éprouvons de la souffrance, nous le faisons au nom de tout le groupe et de tous ceux qui lui appartiennent. La souffrance est le sujet d'une expérience vécue commune qui vit en nous, les sujets individuels uniques qui lui appartiennent. Si nous participons à un vécu commun, nous ressentons que notre subjectivité est atteinte. Je souffre en tant que membre du groupe et la troupe ou la groupe souffre en moi. Continue avec Stein. Le sujet communautaire dont je parle, dans la mesure où il se considère comme un moi pur, reines Ich, moi pur, ne doit pas être conçu comme quelque chose d'individuel. Le vécu de la communauté ne provient pas du sujet communautaire de la même manière que le vécu communautaire provient de l'individu en tant que moi. Le vécu de la communauté, comme les vécus individuels, proviennent en dernière instance de l'individu moi qui appartient à la communauté. Mais l'impossibilité qu'apparaisse un pur moi communautaire, impossibilité d'un pur moi communautaire, d'un nous, d'un groupe, n'est pas en contradiction avec nos interprétations sur le sujet communautaire. Les formules moi et sujet sont plurivoques. Le sujet communautaire n'existe qu'en tant qu'analogon du moi pur. Ça veut dire toujours le moi pur est à avantage. Et c'est pas mon question. Ma question, est-il possible de faire quelque chose contraire? Est-ce que nous pouvons penser que autrement que le moi pur n'existe qu'en tant que le sujet communautaire? Toutes ces hésitations de Stein montrent une formidable résistance à la construction du groupe et de la communauté. Ces opérations fatales d'Edith Stein fondent, entre guillemets, en quelque sorte l'impossibilité de l'identité du groupe et du groupe comme agent. C'est ainsi, l'on dirait, les choses aujourd'hui, groupe comme agent, qui peut être actif, qui est en action, ayant la possibilité d'agir et de souffrir en groupe. Les vécus, je vais compter je vais donner une description. Qu'est-ce qu'elle fait? Les vécus individuels ont la priorité sur les
pseudo-vécus communautaires. Les vécus individuels sont réduits à des compréhensions imaginaires ou à des contemplations personnelles de ce qui arrive aux autres, en gros la souffrance, c'est-à-dire la contemplation, ça veut dire, vous avez toujours dans la compassion comment dire, de comprendre quelqu'un d'autre, ça suffit de comprendre. Encore, les vécus individuels ne s'additionnent jamais, ne se mélangent jamais, n'échangent jamais leur place, ne se dénombrent pas et composent de manière complètement abstraite. Ceux qui ont fait n'existent même pas, la communauté ou le groupe. Aussi, le vécu individuel est personnel, imperceptible aux autres, il n'est jamais public et manifeste. Nous avons toujours le problème avec compassion, parce que compassion est en principe silencieuse. La rencontre avec les autres, l'affectivité, la sympathie n'a pas son expression ou sa manifestation propre et appartient donc à ce qu'on appelle les actes sociaux négatifs. Les actes sociaux négatifs, par exemple les actes les actes négatifs, et par exemple quand je tolère quelqu'un, c'est pas l'action. Quand je attends le bus, c'est pas l'action. Deuxième exemple contre groupe, contre nous, c'est Sartre. Sartre, encore un phénoménologue, Sartre de 1943, dans la troisième partie du livre L'être et le néant, dans le chapitre très important, très rare, l'être avec Mitsein, c'est Heidegger, l'être avec et le nous entre guillemets, c'est seulement quelques pages, où Sartre cherche à constituer le nous. La grammaire française autorise, de manière tout à fait originale et simple, à inventer des formes nominales telles que le nous-objet, nous-objet et le nous-sujet. C'est impossible dans les autres langues, et vous pouvez voir comment la philosophie est toujours infectée par la langue maternelle. Sartre explique de manière très convaincante la distinction entre, d'un côté, le nous-sujet, lorsque, par exemple, nous faisons quelque chose ensemble, par exemple, lorsque nous regardons les autres, et d'un autre côté, le nous-objet, lorsque ce sont les autres qui nous regardent et qui nous objectivent. Qui nous objective. C'est impossible de dire en anglais comme ça. Ça veut dire toujours, en anglais c'est us, non nous. En français c'est deux fois nous. Nous et nous. En anglais c'est we et us. Je cite Sartre. Le philosophe qui veut étudier le nous doit prendre ses précautions à savoir de quoi il parle. Il n'y a pas seulement en effet un nous-sujet. La grammaire, c'est pas la grammaire, c'est la grammaire française. La grammaire nous apprend qu'il y a aussi un nous complément, c'est-à-dire un nous objet. Le nous de nous les regardons ne saurait être sur le même plan ontologique que le nous de, je cite, il nous regarde. Dans la phrase il me regarde, je veux indiquer que je m'en prouve comme objet pour autrui, comme moi aliéné, comme transcendance transcendée. Si la phrase « il nous regarde » doit indiquer une expérience réelle, il faut que dans cette expérience, je prouve que je suis engagé avec d'autres dans une communauté de transcendance transcendée de moi aliéné. Dans ce chapitre, voici l'exemple qui donne Sartre pour garantir l'existence d'un groupe ou d'une intentionnalité collective. Intention collective, collective intentionality, on peut dire que c'est
ce principal fondateur d'un groupe. Je cite Sartre, « Je suis à la terrasse d'un café. J'observe les autres consommateurs et je me sais observer. J'observe les autres, je me sais observer. » Nous demeurons ici dans le cas le plus banal du conflit avec autrui. Ça veut dire l'être objet de l'autre pour moi, mon être objet pour l'autre. Et voilà l'événement. Mais voici que, tout à coup, un incident quelconque des rues vient à se produire. Une collision légère, par exemple, entre un triporteur et un taxi. Aussitôt, dans l'instant même où je deviens spectateur de l'incident, je m'éprouve non-thétiquement comme engagé dans un nous. Les rivalités, les légers conflits antérieurs, deux fois légers, les légers conflits antérieurs ont disparu et les consciences qui fournissent la matière de nous sont précisément celles de tous les consommateurs. Nous regardons l'événement, nous regardons l'événement, ça veut dire une collision légère, légèrement, encore, nous regardons l'événement, nous prenons parti. Le nous est éprouvé par une conscience particulière. Il n'est pas nécessaire que tous les consommateurs de la terrasse soient conscients d'être nous pour que je m'éprouve comme étant engagé dans un nous avec eux. Voilà. Dans ce théâtre, la plus grande erreur se situe dans la conclusion de Sartre. Pour qu'un groupe puisse être compact et précisément constitué, il n'est pas suffisant qu'une seule personne, n'importe qui, par exemple Sartre, soit consciente d'être une partie du groupe et de lui appartenir. Pour qu'un groupe soit un groupe, il est nécessaire d'introduire la conscience collective de tous ceux qui lui appartiennent et la sollicitude et l'intentionnalité collective de tous, pris individuellement et simultanément, condition nécessaire qui n'est malheureusement pas remplie dans cet exemple de Sartre. Pourquoi? Le groupe s'est défait au moment où il s'est constitué, pour la simple et bonne raison que Sartre ne mentionne aucun engagement véritable pour la résolution du problème qu'a causé l'incident, ni aucune aide éventuelle aux blessés. La manière dont Sartre minimise l'importance de l'incident qui est arrivé, il parle d'une collision légère, rend de facto impossible la constitution d'un groupe à travers la mobilisation collective de tous ceux qui auraient l'obligation de porter secours aux blessés. Puisque l'incident est sans importance et puisque les dommages sont minimes, le groupe n'a tout simplement pas le temps de s'autothématiser. Imaginons maintenant au contraire que l'incident survenu dans la rue soit grave, que les dommages soient sévères, mais que pour autant la constitution d'un groupe uni, composé des passants et des consommateurs capables d'agir avec compassion, ne se fasse pas urgemment, et ce mot est très important, urgemment. Dans ce cas de figure, l'aide a tardé et la violence n'a pas été interrompue à temps ni suffisamment atténuée. Pourquoi? Tournons-nous vers la première partie de l'article 223-6 du Code pénal. Vous savez très bien, il y a quelques années, il est fondé. Il définit ainsi, c'est ça le nom de l'article, la notion de non-assistance à personne en danger et l'omission de porter secours à une personne en péril. Voilà, je cite l'article. Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement
de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour un tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Le législateur a arrangé cet article de manière à ce qu'il s'adresse exclusivement à un individu, ne voulant pas porter secours ou s'abstenant volontairement de le faire. Notons que l'infraction d'abstention sont rares dans le code pénal. En dépit du fait que l'individu X a l'intention de faire quelque chose, il ne fait finalement rien. C'est aussi précisément la définition d'une action négative. Quand vous avez l'intention de faire quelque chose et à la fin, non. Malgré tout, l'attention du législateur, dans ce cas-là, est bien de sanctionner tous les individus qui n'ont pas été en mesure de s'unir pour former un groupe. Seule la formation d'un groupe de personnes peut éliminer la peur et ainsi empêcher un plus grand danger. L'union, pourquoi groupe? Parce que l'union fait la force, parce que nous sommes plus costauds dans le groupe, parce que le groupe, comme la famille, comme l'État, comme cet hôpital, c'est plus... nous créons la force, le pouvoir. Pour que cela soit possible, il me semble qu'il faut renoncer au préalable aux vieilles déclarations romantiques sur l'empathie ou la compassion comme pulsion ou comme capacité à être sur le lieu de l'accident auprès des victimes et de ceux qui souffrent. En principe, il y a beaucoup, l'empathie, en principe, il y a beaucoup de définitions empathie ou compassion, et que c'est d'abord disposition. C'est pas dans le champ anglo-saxon, c'est toujours émotion. Compassion est toujours émotion. Ici, on peut dire, dans les protocoles, dans les livres sur l'empathie, dans les définitions qui existent ici, c'est une disposition psychique à se mettre à la place d'autrui, qui doit être bien élémentaire, puisqu'elle se conjugue à l'impératif. On dit couramment « mets-toi à ma place ». Je me mets à ta place, et même « mets-toi à sa place ». Ça veut dire il y a quelque chose, et c'est le problème, mais c'est toujours, c'est le problème, est-ce que vraiment existe impératif avec compassion, avec empathie. Ok, il s'agit en fait, je pense, de toute autre chose. Je crois que le groupe, c'est-à-dire l'action sociale, est disciplinée. Quand j'utilise le mot que l'action sociale est disciplinée peut rapprocher les individus et ainsi atténuer la violence et la douleur. Une telle action est a priori compassionnelle. Je pense que dans le groupe, nous avons déjà une capacité compassionnelle. C'est la première chose. Deuxième chose, ici, quand je dis l'action sociale est disciplinée, le mot discipline est très important ici parce que discipline n'est pas ce protocole de Foucault que toujours discipline, contrôle, etc. Discipline et disciple. Discipline est travailler dans le groupe, discipline est apprendre en groupe. Voilà. Groupe exige toujours la discipline. Il est impossible d'apprendre, de faire quelque chose sans la discipline, sans le groupe. Et voilà, l'action sociale et disciplinée peut
peut arrêter la violence et peut finir, si vous voulez, avec violence. Et c'est bien. Merci beaucoup. Juste au début, pour clarifier un petit peu, je vais juste vous demander, ça revient sur le départ, en fait, qui est juste quand on dit, quand vous dites un groupe ne peut se former sans compassion, ou quand vous parlez pour qu'un groupe soit un groupe, je me demandais finalement de quel groupe on parlait, parce que je parlais à la fois de la famille, de l'État, des associations, et est-ce que finalement ce dont vous voulez parler, c'est du groupe qui apparaît au moment où il agit? Enfin, est-ce qu'on parle que du groupe au moment où il y a action collective? Je pensais à ça ce matin. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui a besoin de l'aide, et tu peux lui donner quelque chose, par exemple, un métro, voilà. Mais de lui aider fondamentalement, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de groupe, j'ai besoin d'institutions, j'ai besoin d'être part de quelque chose de plus organisé. Voilà, c'est ça, je pense. Ça veut dire, dans l'idée d'aider, tu as tout de suite quelque chose qui est que tu parles. C'est pas suffisant. Oui, non. Mais donc du coup, quand on parle de groupe, on parle vraiment du groupe qui va agir pour faire quelque chose. Parce que dans la famille, si on parle du groupe comme famille, alors il peut y avoir ou non d'ailleurs de la compassion entre les membres du groupe, mais ce groupe-là ne va pas forcément être agissant envers une chose extérieure. Il va pas forcément venir en aide à quelque chose d'extérieur. J'ai vu à Turin ou à Torino, il y a un mois, 2 ou 3 familles qui sont ensemble, c'était à 7 heures, sur le trottoir, avec comment s'appelle ça, stick. Ils sont ensemble peut-être 1 heure, 2 heures, et ils marchent ensemble. Je sais que ce sont 2, 3 familles avec les enfants, et ils essayent voilà, oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est une action de groupe. Oui, c'est ça. Donc on parle du groupe en action. Oui, je sais que c'est ok. Dans ce groupe-là, tu as bien sûr quelque sorte de compassion entre eux, et ça peut. Dans ce cas-là, nous pouvons toujours dire que la compassion fonctionne comme un des éléments constitutifs de ce groupe. Il y a l'intentionnalité collective parce qu'ils ont le but de collecter tous les... C'est pour ça que du coup vous dites qu'on peut parler de groupe. On ne peut pas parler vraiment de groupe PSG alors. Enfin, groupe supporter du PSG, on peut en parler jusqu'au moment où ils vont avoir, je ne sais pas d'ailleurs. À quel moment vous pouvez parler de groupe PSG, supporter du PSG? Imaginons ok, nous sommes là et c'est l'institution. Quand nous avons les supporters de PSG ou OM sont groupes. En principe, ils sont fermés, mais ils ont besoin de nouveaux membres. Ce sont les générations de supporters, etc., etc. Mais en principe, comme ils sont dans la compétition, ils ne sont pas l'institution, comme l'hôpital, comme la poste. L'institution est quelque chose de différent. L'institution est deuxième niveau de groupe. Elle est ouverte, toujours, ouverte aussi sans délai en temps.
ça veut dire l'hôpital, quand elle est enregistrée dans le registre de l'État, il n'y a pas la date qui est de date jusqu'à quand doit exister. Et aussi, il y a quelque sorte de travail organisé. Non, sauf pour l'hôtel Dieu, peut-être, mais c'était... Le travail organisé, coopératif, parce que voilà, il y a je sais que cet expériment, c'est très compliqué parce qu'en principe, d'avoir le groupe comme le sujet est toujours... Donc le groupe fait groupe au moment où il agit. On peut dire, oui, parce que le groupe est toujours en action, sinon c'est pas groupe. Groupe doit manifester sa présence publiquement. Oui. Dans les groupes qui sont non transparents, par exemple Mafia, par exemple les supporters de PSG, parce que derrière nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a, voilà. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelques questions, remarques? Mettre la parole. Moi, si je puis me permettre, je me suis... merci beaucoup pour cette présentation. Je me suis demandé pourquoi vous terminez la présentation par la définition de l'empathie, alors que vous auriez pu commencer par ça, si je puis dire, puisque vous avez commencé par dire que c'était difficile de distinguer empathie, compassion, pitié, puis il y a d'autres mots approchants d'ailleurs, mais qui ont tous un sens différent. Et c'est vrai que les définitions d'empathie, notamment, dépendent beaucoup de celui qui est en train de le définir, mais il y a un sens étymologique auquel on peut toujours se rapporter si on veut définir. Je me suis posé la question pourquoi vous avez fini par le définir au lieu de commencer par le définir. Parce que je suis déridien, oui, parce que je dois toujours commencer avec les négations, et négation est le moteur de tout. Ok, je ne peux pas différencier très facilement tous ces registres. Je ne sais pas qui a fait ça, je pense personne. Nous avons des problèmes avec les langues différentes. Le mot, en principe, quand nous imaginons une philosophie européenne, quand chaque langue, si vous avez par exemple le même mot, institution, qui fonctionne dans tous les pays pratiquement, avec les racines latines, ça fonctionne complètement différent. Empathie, aussi, il y a des essais de classifier ces registres, mais je ne pense pas que c'est important aujourd'hui pour moi, parce que nous pouvons fonctionner sans classification quand nous avons empathie et compassion. Mais je pense que c'est très important de poser tous ces protocoles dans le milieu social. Oui, pour le propos qui vous intéresse ce soir. Oui. Mais après, avec ces définitions, il me semble qu'on peut arriver à... C'est une question, plus qu'une affirmation. On peut arriver à définir s'il s'agit plutôt d'émotions. Vous avez souligné ça aussi, qu'on ne sait pas si c'est émotion, vous avez dit un autre mot, ou état, non pas état, état, disposition. Disposition, oui. C'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une disposition? Une émotion, on peut mieux le saisir, mais une disposition, est-ce que c'est une disposition à agir justement, ou est-ce que c'est une disposition en tant qu'être, de
se sentir disposé à faire quelque chose, donc on se rapproche un peu plus de l'émotion. Mais c'est vrai que toutes ces définitions sont disponibilité sur. Oui, on peut glisser vers la disponibilité. Merci, c'est très important, c'est très difficile parce que le mot disposition, dispositif est très chargé aujourd'hui avec Deleuze, avec Agamben, etc. Très, très compliqué merci. C'est vrai. Je n'ai pas très bien compris, vous citiez peut-être quelqu'un, et si j'ai bien compris, vous disiez la compassion est quelque chose de plus calculé que l'empathie, plus réfléchi que l'empathie. Non, ok, je n'ai pas dit ça, mais oui. Rationnel. Il y en a des contemporains parmi les philosophes, les sociologues, qui essayent d'expliquer qu'il y a toutes les différences d'abord entre pitié, sympathie, empathie, même la tolérance et la compassion comme mode de relationnalité, comme la relation à l'autre. Donc la tolérance est toute la critique que Peter Bonnet évoquait, que c'est un acte négatif, que je tolère, donc je ne fais rien et je n'essaie pas de comprendre. Le côté du comprendre qui est dans la compassion. Et il y a des explications de différence entre empathie et compassion qui veulent montrer que empathie, c'est moi, je ressens quelque chose chez toi, j'essaie de comprendre si c'est la tristesse, la douleur, et ça se finit là. Et que dans la compassion, ça c'est Martha Nussbaum, ça c'est Paul Bloom, il y a l'agir. Il y a, parce que j'éprouve ta douleur, ta souffrance, je vais agir. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de dire quelque chose, je vais essayer de changer cet état. Il y a bien sûr des critiques qui disent que c'est l'empathie qui est ça. Ou par exemple chez Rousseau, ce qui est intéressant peut-être pour toutes ces différences dans l'éducation d'Émile, il explique qu'avant le contrat social, dans un état imaginaire de la nature, il y avait une empathie qui était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, d'une empathie qui doit être adaptée à la société. Donc, parce que nous avons appris qu'une certaine mesure de montrer l'empathie envers l'autre est acceptable et qu'une autre n'est pas, que peut-être ce n'est pas le bon moment, qu'on est d'une manière normalisée dans le sens de Foucault dans ses rapports à l'autre, et qu'avant peut-être ce n'était pas le cas parce que comme on le sait très bien, pour Rousseau, l'homme est naturellement bon, et que peut-être la mesure dont il exprimerait l'empathie avant le contrat social serait infinie. Du coup, est-ce que ça veut dire que si je ne vais pas voir ma grand-mère à l'hôpital, je n'ai pas de compassion pour elle parce que je n'agis pas, ou alors qu'il y a cette possibilité d'action qui est comprise dans la compassion, mais qu'il faut activer et que le groupe pourrait permettre d'activer. Et donc du coup, c'est très proche de la notion d'empathie si on imagine que dans les deux cas, ça a activé. Oui, si on pense juste de l'action, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la fin de votre intervention. Si c'est une action sociale et disciplinée, peu importe le nom qu'on lui donne. Et c'est un peu aussi ce qu'on a réussi à faire ici et grâce à vous tous, avec notre petit séminaire, de partager cette pensée qui est la nôtre. Comment faire valoir le soin et la compassion plus que certaines valeurs d'indépendance dans nos sociétés. Comment faire vivre en groupe et en action collective ces notions au sein de la cité. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, toi, ton travail de thèse, c'est la signification politique de la compassion. Et tu n'aurais pas pu, ça te semblait de faire plus sens de parler de la signification politique de la compassion que de l'empathie. Oui. Après quelques travaux de recherche pendant mon master 2, oui, mais j'ai hésité. J'ai fait un travail d'abord sur les différences d'empathie, sympathie, pitié, tolérance pour arriver à la compassion aujourd'hui. Et c'est surtout grâce à Martha Nussbaum. Est-ce qu'on parle de l'empathie plus à un niveau individuel ou dans le contexte de la psychologie. Ouais. Et dans un agir, par exemple, on a aujourd'hui un abus du mot compassion. On a des hommes politiques qui se présentent dans une scène d'accident d'avion et ils disent « je compatis ». Mais rien n'est moins sûr qu'un homme qui dit « je compatis vraiment ». Et qu'est-ce que ça produit un tel abus de cette mot et comment on pourrait le faire sortir de tout cela et vraiment l'expliquer dans le contexte socialement utile.
Est-ce que le mot empathie existe chez Rousseau? Oui. Il existe Oui. dans les livres? Oui, dans les livres. Pitié et empathie. Pitié Et empathie. Moi, je pense qu'on peut peut-être aussi avoir un autre éclairage quand on pense à l'empathie dans le domaine du soin, que je connais mieux, et où en fait l'empathie est la capacité individuelle du soignant de vivre un pathos à la place du soigné. Et on peut faire un lien avec les références neurophysiologiques qui avancent à l'heure actuelle. On sait que maintenant qu'il y a une difficulté à enseigner l'empathie dans le domaine du soin et que en fait il y aurait un lien assez étroit avec la notion de neurone miroir. C'est-à-dire ces neurones, alors c'est discuté, hein, c'est des hypothèses plus que des certitudes, où il y aurait un contingent neuronal qui ferait qu'on serait plus en capacité d'empathie et que cette capacité s'élaborerait à un certain moment de l'enfance. C'est-à-dire, en fait, entre 7 et 10 ans. Et que si on passe cette période, cette action des neurones miroirs qui mettrait en place l'empathie ne pourrait plus se faire dans l'avenir. Et je pense que l'empathie, en fait, est une notion beaucoup plus individuelle qui, quand elle est actée et montrée, incarnée en exemple au groupe, à ce moment-là, peut entraîner une attitude, que je dirais plus sympathique et compassionnelle que empathique. Parce que l'empathie, elle est, disons, spécifique à l'individu, et que l'empathie de l'un ne sera pas l'empathie de l'autre. Et elle se mettra en acte différemment. Et que ça permettra de rentrer dans la sphère privée du soigné de façon différente. On rejoint un peu la phénoménologie. Super. Je trouve excellent cette remarque, qui est très précieuse pour moi et ma recherche. Merci beaucoup. Parce qu'en effet, je me l'ai pensé, mais je n'ai jamais mis des mots comme ça, que l'empathie soit quelque chose de plus personnel, individuel, et quand elle est actée, quand on pourrait parler de la compassion. Et effectivement, le travail sur les neurones miroirs, je ne sais pas si vous connaissez Frans de Waal, qui est un anthropologue des Pays-Bas, qui a travaillé précisément sur cela, mais il a expliqué la période la plus importante de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans chez l'être humain, pour la formation d'idées qu'entre la naissance et jusqu'à 2 ans, il existe une empathie globale, où un enfant va pleurer quand il entend quelqu'un d'autre pleurer, ou une détresse, une des cris, parce qu'il se pense en danger. Il n'est pas capable de se savoir de se éprouver comme différent, comme une entité différente de l'autre, et qu'à l'âge de 2 ans, ce passage se fait, notamment souvent expliqué par la première fois quand l'enfant va se voir dans le miroir, par exemple, et la compréhension de soi comme autre. Et s'il y a ce passage qui se passe à 2 ans, il n'y a pas une sorte d'aide des parents ou d'autres proches de comprendre que moi je suis bien, je ne souffre pas en ce moment, mais parce que quelqu'un d'autre souffre, il faut continuer cette empathie qui n'est plus globale, mais égoïste, parce qu'elle est capable de savoir que ce n'est pas moi qui souffre, mais l'autre, mais d'aider cet autre qui souffre. Et il y a beaucoup de travail qui montre que les psychopathes, ou même les terroristes aujourd'hui plus actuels, sont souvent ceux qui ont vécu quelque chose de traumatique à ce stade-là, où vous évoquez aussi l'âge de 7 ans, 10 ans, peut-être les premières rencontres avec l'institution et comment ça se vit, et le manque de l'empathie, la compassion familiale et celle de l'institution qui est forcément différente. Je pense que aussi dans la constitution du groupe compassionnel, il y a une fédération en fait des intentionnalités qui doit se faire
peut être dans un sens positif ou négatif. Hein, parce qu'il y a quelquefois des groupes qui se constituent qui sont plutôt négatifs. Oui, c'est plus facile de faire la violence que... Voilà. La reconnaissance dans le miroir, c'est à 6 mois. À 6 mois, merci. De l'enfant. Alors chez les animaux, oui, il a parlé du stade du miroir, c'est deux choses différentes. Mais j'ai fait une faute, j'ai dit 2 ans, mais en fait... Enfin, la reconnaissance d'un miroir, parce que bien vous sûr. avez tiré comme conclusion. C'est deux choses différentes. Oui, et le stade de développement de l'empathie globale a la même chose. Non, mais la capacité à se reconnaître dans un miroir, chez l'enfant, c'est assez bon. Oui. Par exemple, dans un groupe, moi j'ai vécu dans mon travail le patron qui meurt subitement, terrible, hein, comme dans un directeur d'une unité. Ça a été très, très difficile parce que tout le monde avait quelque chose de différent. Enfin, les gens n'étaient pas proches, mais il y avait quelque chose de très fort et il y avait des gens qui tout d'un coup se divisaient, d'autres qui se rapprochaient et c'était un peu incompréhensible. Et quelqu'un avait dit, et c'était la personne la plus basse hiérarchiquement, une personne d'exécution la plus basse, qui un jour s'est levée à une réunion, a dit mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on souffre parce qu'on aimait cette personne, elle nous rassemblait et maintenant on est tous très très malheureux et elle s'est mise à pleurer. Parce qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait, qui disait maintenant je prends la suite, elle dit mais non, attendez, on n'est pas encore bien. Et ça avait été, alors justement, qu'est-ce que c'est comme ce qu'on ressent dans ça? Est-ce que c'est comment dire, qu'est-ce que c'est comme phénomène? Je ne peux pas répondre. Non, je veux dire, alors, mais je pense que c'est une souffrance. C'est une souffrance, oui, parce qu'il y a un groupe qui se constitue et qui se fédère à travers un leader qui, en fait, incarne une volonté commune où chacun se retrouve et qui fait qu'il y a une unité. Hein, moi qui travaillais beaucoup à l'hôpital, il y a des services qui marchent remarquablement bien parce que tout le monde est derrière un chef de service qui a une capacité empathique et compassionnelle vis-à-vis de ses soignants. Et là, puisqu'on est quand même à la chaire de philosophie, ça fait référence tout à fait au bouquin, au livre de Cynthia Fleury, Les Irremplaçables, hein, où elle dit bien que, en fait, les fonctions ne sont pas remplies de la même manière selon les personnes. Il y a des personnes, là, parce que c'était un irremplaçable. Et on peut mettre un autre chef de service qui aura la même fonction, ça sera complètement différent, parce que ça sera la même personne, et qui n'entraînera pas tout le groupe. Hein. Dans son bouquin, Cynthia Fleury dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. Hein. Et c'est une subjectivation qui n'est pas seulement individuelle, mais il y a un effet d'entraînement. Alors, bon, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que, bon, il y a eu des entraînements, des fois, qui ont été un petit peu totalitaires, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est très difficile. Moi, dans le soin, je sais que je suis un référent éthique dans des établissements, et on est confronté en permanence à cette difficulté de comment enseigner l'empathie. On va expliquer comment, mais on a l'impression qu'on ne peut pas l'expliquer. Et la seule façon, c'est d'incarner soi-même une façon de faire, d'une mise en acte, hein, pour simplifier, qui est celle qu'on aimerait qu'on fasse pour soi ou pour ses très proches. Hein. C'est ça, en fait, qui est le meilleur indice pour essayer de mesurer, en fait, ce que l'on
voir avec la bienveillance, ou la malveillance, d'ailleurs ça peut être en partie négative, et que c'est un mouvement naturel, peut-être ça rejoint ce que veut dire Rousseau, là je ne connais pas du tout ce qu'il y a là-dessus, enfin je l'ai lu dans ma jeunesse, c'est à refaire, et peut-être, non Oui. On est bienveillant, on ne l'est pas, on est malveillant. Alors, après, on peut s'éduquer, on peut être éduqué, sûrement. Mais, je sais pas, c'est une question. Les enfants, des fois, ne sont pas toujours bienveillants. Rousseau a dit qu'ils étaient tous bons. Ouais, mais là, je ne suis pas trop d'accord. Moi non plus. Les enfants qui sont bien. On a tous l'expérience de nos enfants qui ont fait des choses. Enfin, nous tous, même, à travers l'enfance, on a fait des choses qui ne sont pas très bienveillantes. Mais. Alors, je pense qu'il y a la bienveillance, et il y a aussi la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à susciter une confiance qui se légitime à travers une attitude bienveillante. Oui, là, peut-être on dérive de la compassion, mais le phénomène empathie, pour pas. Ouais. Quelque chose qui se passe effectivement, d'ailleurs. C'est interindividuel. Il faut être face à quelqu'un pour être empathique ou ne pas l'être. Alors, je sais pas. Ça va. Mais c'est vrai que moi je suis très intéressé par ce séminaire et ce qu'on entend aussi. Moi, je pense qu'on est aussi formaté. Hein, et là, je fais référence à ce que qu'a dit aussi Cynthia Fleury à propos de la rationalité instrumentale. Hein, on est formaté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des protocoles, des procédures et des logiques qui ont plus à voir avec l'ultralibéralisme, on se met très certainement en condition pour à ce moment-là, être loin de la bienveillance et de l'empathie, de la compassion. Et qu'on en arrive à nous faire prendre pour normal des choses qui ne le sont pas. Il ne faut pas être conformiste, c'est très difficile dans une institution. Je trouve qu'on entend beaucoup dans le discours ou dans les médias actuellement cette injonction de bienveillance que je trouve un peu prétentieuse en fait. Je pense que c'est avoir un peu une représentation simplette de la nature humaine que croire que l'homme est foncièrement bon. Je pense que d'ailleurs il y a un article très intéressant à ce sujet de Boris Cyrulnik et de Todorov qui est décédé récemment. Je ne sais plus dans quel journal, mais c'était la tentation du mal, la tentation du bien est plus dangereuse que celle du mal. Ce qui pour moi n'est pas un scoop, mais je crois que dans l'esprit, enfin, c'est quelque chose à ne pas oublier. Je voulais juste évoquer une notion qui me paraît très intéressante, qui a été forgée par Jean Houry, qui est le créateur de la clinique de la Borde, qui était un grand psychiatre qui a vraiment... Comment ? Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, il y a 2 ans. Institution thérapeutique. Comment ? Il a beaucoup parlé d'institution thérapeutique. Entre autres. Oui, mais c'était l'antipsychiatre. Oui. Et j'ai vu récemment un très beau film sur son travail, sur la clinique de la Borde. Le film commençait comme ça, il disait il faut de la veillance, pas de la malveillance, de la veillance. Il faut de la veillance. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où, avant de veiller au bien, je crois qu'il faut apprendre à veiller, apprendre à être attentif envers soi, envers ce qui se passe autour de nous, avant de se dire, avant de se prendre pour des ayatollahs de la bienveillance. Alors que cet homme, je pense qu'il était profondément bienveillant. Et pourtant, il ne se disait. Pourtant, ce qu'il montre dans tout son travail, c'est des tas de petits détails qui font que
bon, il travaillait avec surtout des schizophrènes, que c'était important qu'ils aient des conditions de vie décentes, qu'ils aient une bonne nourriture, qu'ils puissent avoir des petites activités à leur mesure. Et ça, je pense que donc, enfin, je dis ça parce que je trouve que c'est un modèle de société aussi, en fait, la bienveillance. Et c'est peut-être à la mesure de notre humanité. Ce que je trouve intéressant, Fabienne Brugère, elle disait que quand elle parlait de bienveillance, elle parlait de veiller au bien, en fait. Oui, voilà. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça. Veiller à, déjà, veiller. Être en veille face à l'autre. Et c'est ce que Chantal Morin utilise dans son livre homéopathique, qui est malheureusement pas traduit en français. Il explique pour être ici présent à notre gauche. Je connais pas le livre. Pour être bon philosophe et même aussi médecin, il faut savoir veiller sur les autres et sur soi-même aussi. Donc pour rejoindre la notion que tu viens d'évoquer. Le meilleur soin, c'est la maman qui veille sur tout. C'est la maman. On va être obligé de clore cette séance. La semaine prochaine, on recevra Christophe Nielsen, qui viendra nous parler de clinique narrative à partir de patients en écologie.